véritable chef-d'œuvre ou énorme bouse. Ce qui est sûr, c'est que ce main event de WrestleMania 40 nuit numéro 1 fait énormément débat. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de WrestleMania 40 nuit numéro 1. Et c'est parti dans ce WrestleMania avec une toute nouvelle intro du côté de la WWE, une introduction en mode Marvel Cinematic Universe. Ensuite, Triple H va arriver sur le ring et nous souhaiter la bienvenue du côté de WrestleMania et la bienvenue dans cette nouvelle ère. Et on débute donc avec le premier match de ce WrestleMania 40. Rhea Ripley défend son titre de championne face à Becky Lynch. Comme toujours, je vais vous donner ma note et ensuite on discutera du combat. Ma note pour ce combat est de 4,5 sur 5. Déjà, il faut préciser qu'il y avait le logo Prime en plein milieu du ring, cette boisson de Logan Paul qui finalement ne gêne absolument pas. On avait peur, c'était par rapport à la couleur et à la place que ça allait prendre sur le ring. Et ben franchement, au bout de 10 secondes, tu as oublié la marque en plein milieu du ring. C'est vraiment très peu voyant, donc ça c'était une très bonne chose. Pour revenir au combat, déjà les entrées, on sait que c'est un point très important du côté de Mania, les entrées. Becky Lynch, vraiment très jolie en mode livre. Il faut savoir que Becky Lynch a sorti son autobiographie, donc c'était plutôt malin et plutôt bien réalisé. De l'autre côté, on est dans une toute autre ambiance avec le thème de Rhea Ripley qui va être chanté en live. Alors le but n'est pas de dire je n'aime pas ce type de musique, je n'aime pas ce type de performance, parce qu'après c'est les goûts, les couleurs. Mais est-ce que ça avait de la gueule? Est-ce que ça ressemblait à une entrée de WrestleMania? Totalement, et j'ai beaucoup aimé. Pour arriver donc sur le combat, j'ai mis 4,5 parce que c'était de 1 un match que j'attendais beaucoup. Et j'ai trouvé ça vraiment très bon, c'est 17 minutes, c'est bien rythmé, c'est bien calculé, je trouve, en termes de temps. Il faut savoir, et les commentateurs vont le dire, Becky Lynch a été malade pendant toute la semaine. Et d'un autre côté, on a Rhea Ripley qui est blessée au niveau de la main. Becky Lynch va d'ailleurs jouer là-dessus et s'en prendre à plusieurs reprises à la main de Rhea Ripley. Mais c'est quand même très important de noter que Becky Lynch n'était sans doute pas à 100% ce soir-là, dû à cette angine. Et je crois que c'est une grosse angine, mais quelque chose de bien plus puissant. Elle a eu énormément de fièvre lors des derniers jours. Tout simplement, déjà bravo, parce qu'elle a sorti une très belle performance. Je pense, là aussi, je parlais du match entre Roxanne Perez et Lyra Valkyria pour NXT, qu'elles en ont encore sous le pied Rhea Ripley, Becky Lynch. Si les deux étaient totalement en forme, je pense qu'elles étaient capables de taper encore plus haut. Mais franchement, par rapport à leurs moyens du moment, par rapport à ce qu'elles étaient capables de faire ce soir-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense à cette prise, la chaise électrique portée par Rhea Ripley, elle va la tenir sur ses épaules sur le ring et ensuite elle va réussir à sortir du ring et à la garder sur ses épaules pour porter cette chaise électrique. C'était vraiment une superbe prise. Chacune des deux vont porter leur finish, mais ça ne va pas suffire. Et ensuite, Rhea Ripley va enchaîner tout simplement avec un Riptide sur le coin du ring, un Riptide en plein milieu du ring et gagner ce match, remporter ce match et conserver son titre. C'est ce que j'avais pronostiqué. La soirée débute bien en termes de pronostic, mais je trouve que c'est le bon choix. Becky Lynch a fait une belle performance, mais je me dis que Rhea Ripley doit conserver son titre et doit aller plus loin dans son règne avec, on l'espère cette fois-ci, plus d'histoire autour de ce titre et une Rhea Ripley totalement impliquée dans cette division féminine. On enchaîne avec le match de l'échelle par équipe. On retrouve DIY en mode DX pour leur entrée, Awesome Truth, New Catch Republic, Austin Theory et Grayson Waller, le Judgment Day et le New Day. Un combat qui va durer 17 minutes là aussi. Ma note pour ce match est de 4,25. Je trouve qu'ils ont bien fait honneur à cette stipulation. Un match de l'échelle à WrestleMania, c'est jamais anodin. On a énormément de matchs légendaires de l'échelle à Mania. Et en plus, en équipe, on en a pas mal en tête. Et donc, il fallait être au niveau. Il fallait montrer de quoi ils étaient capables. Et globalement, je trouve que toutes les équipes ont brillé. Avec certaines nuances bien sûr, mais globalement toutes les équipes ont été mises en avant. Qu'on le veuille ou non, Awesome Truth était très over et R-Truth va être génial dans ce match. Je pense au moment où il va faire le tag avec The Miz alors qu'il n'a pas besoin de faire le tag. Pourquoi ? Parce que toutes les équipes et tous les participants à ce match
peuvent se trimballer où ils le veulent. Et d'ailleurs, c'est un peu un bordel au tout début parce que c'est 12 personnes, et 12 personnes, c'est énorme. C'est Ciampa qui le disait en interview, 12 personnes autour d'un ring, sur un ring, dans un match de l'échelle, c'est vraiment beaucoup. Et tu sens qu'au début, c'est un peu un bordel. Évidemment, avec ceux qui vont vendre et ceux qui vont se retrouver au sol, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible. Mais ce qui est sûr, c'est que R-Truth va être hilarant pendant tout le combat. Il va même faire le tomber après cet enchaînement, après avoir porté un attitude adjustment. Bon, ça ne fonctionne pas, évidemment, mais c'est toujours vraiment très drôle. Qu'on le veuille ou non, bah, ça fonctionne avec le public. Et surtout, assez rapidement, Austin Theory et Grayson Waller vont décrocher les titres de champion par équipe de SmackDown. Et oui, parce que les titres de champion par équipe de Raw et de SmackDown sont séparés, et tant que les deux paires de titres ne sont pas décrochés, le match continue. Et donc ils vont devenir les champions de SmackDown, mais évidemment ils ne sont pas rassasiés, ils vont vouloir aller chercher de Raw, mais ça ne va pas fonctionner. J'ai quelques prises en tête qui sont vraiment exceptionnelles. Je pense à ce DDT de Gargano porté sur une table à l'extérieur du ring, sublimissime. Je pense à cette espèce de white noise porté du haut de l'échelle par Tommaso Ciampa. Ça doit faire tellement mal. Je crois que c'est Tyler Bate qui le prend. C'est très impressionnant comme prise. On va voir ensuite l'intervention de JD McDonagh. JD McDonagh qui va foutre un gros bordel dans le match, vraiment, qui va vouloir donner la victoire au Judgment Day, mais ça ne va pas réellement se passer de cette manière-là parce que c'est R-Truth qui va prendre le dessus et R-Truth va décrocher les titres de champion d'Euro. Encore une fois, mes pronostics sont parfaits. Alors j'avais imaginé plutôt une fin comme une blague avec Awesome Truth qui décrochait les titres et R-Truth qui lâchait l'un des titres sur Grayson Waller et Austin Theory. Heureusement, j'ai envie de dire qu'on ne va pas sur la blague, mais on va sur quelque chose de clean. Une victoire pour Grayson Waller et Austin Theory, une victoire pour Awesome Truth. Eh ben moi ça me va, les titres sont enfin séparés, c'est ce qu'on veut depuis des mois et des mois, c'est enfin le cas, et maintenant, va falloir faire en sorte que les divisions par équipe de SmackDown et de Raw soient intéressantes, et il y a vraiment du matériel, donc normalement, ça devrait aller. On enchaîne avec le légendaire Rey Mysterio qui fait équipe avec Andrade face à Santos Escobar et Dominic Mysterio, un combat de 11 minutes, ma note pour ce match est de 3,5 sur 5, il a été comparé ce match à un match en weekly, c'est-à-dire un match qu'on peut voir toutes les semaines du côté de SmackDown. Et est-ce que je peux nier ça? Bah pas vraiment, on est vraiment là-dedans. C'est un match qui est bon, 3,5 sur 5, ça fait un 14 sur 20, donc c'est quand même un bon match, mais ça va jamais plus loin que ça. Je retiendrai la tenue horrible de Andrade, voilà, je n'aime pas son pantalon. Tout simplement, je préférais comment il était habillé avant lors de son premier run à la WWE. Là, j'aime pas du tout. J'aime vraiment pas. Par contre, j'aime beaucoup sa prestation et ce petit teaser, ce petit teasing, parce que c'est un match qui dure très peu de temps, m'a donné réellement envie de voir Andrade dans plusieurs gros matchs, dans des grosses affiches, ou en tout cas dans des matchs intéressants qui durent bien plus longtemps, avec pourquoi pas des titres en jeu. Mais vraiment, Andrade, je trouve, fait une vraie belle performance. Bien sûr, ça va être un peu le bordel avec le clan Legado del Fantasma et le clan LWO qui vont s'en prendre l'un à l'autre à l'extérieur du ring, donc ça va aller à gauche à droite. Et dans ce bordel total, on va avoir deux hommes assez gigantesques, masqués, qui vont aider Rey Mysterio. Rey Mysterio va alors profiter de ce bordel pour porter le 619 et donner la victoire à son équipe. On verra après que ces hommes masqués étaient Jason Kelsey et Lane Johnson. Je ne sais même pas si je le dis bien, c'est deux joueurs de football américain. J'y connais absolument rien, vraiment désolé, donc je ne savais absolument pas qui c'était. Mais ils avaient l'air d'être plutôt connus, le public a bien réagi. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'en tant que fan de catch, et je n'y connais rien en football américain, le moment ne m'a absolument rien fait, parce que je ne les connais pas. Et puis même, je trouve qu'en termes de cohérence et de storyline, faire venir des gens dans cette histoire-là qui a déjà énormément de monde, on parle d'une guerre de clan contre clan, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? En plus, il donne littéralement la victoire à Dominic Mysterio. Vraiment pas très convaincu par cette fin, et Dominic Mysterio qui enchaîne encore une défaite face à son père, ça commence à faire beaucoup. On enchaîne avec le match frère contre frère, Jimmy Uso face à Jey Uso. Jey Uso qui est accompagné de Lil Wayne pendant son entrée, et je suis désolé mais il gâche totalement l'entrée de Jey. Vraiment, j'aurais aimé une entrée plus classique pour Jey, même si heureusement il peut faire toutes ces choses derrière et ça fonctionne avec le public, mais je trouve que elle était moins bonne avec Lil Wayne. Je suis désolé, vraiment là aussi je connais Lil Wayne bien sûr, mais je suis pas un expert on va dire dans cette catégorie là, dans ce domaine là. Un combat qui va durer 11 minutes, c'est pas très longtemps. Ma note pour ce match est de 2
sur 5. Pour être honnête avec vous, j'avais mis 2,5 et puis en réfléchissant, je vais sur 2. Ça mérite pas la moyenne. Ça mérite vraiment pas la moyenne et c'est ce qu'on attendait de ce combat. Est-ce qu'il allait être puant? Désolé du terme, mais est-ce que ce match allait être puant? Je rappelle les Jeff Hardy contre Matt Hardy qui pour moi sont des matchs puants. Désolé si la nostalgie parle pour vous, mais c'est des matchs puants, Matt Hardy, Jeff Hardy. Et bah on est vraiment dans ce type de match-là. Il ne se passe absolument rien. Et même pire que ça, je trouve qu'on se ridiculise presque. Il y a juste une séquence que je sauve pendant ce combat, c'est le moment où on va prendre son temps et les deux vont mettre un coup. Donc un coup de Jay, ça va chanter Hit. Et de l'autre côté, ça va crier no hit pendant les coups de Jimmy Uso. Et ça fonctionne bien. C'est 30-40 secondes et ça fonctionne bien. C'est un bon temps pendant le match. Le problème, c'est ce qu'on fait derrière. C'est cataclysmique. Vraiment, vraiment. On va avoir un enchaînement de super kicks. Comme si les super kicks étaient finalement de simples coups de bras, coups d'avant-bras, coups de poing. Donc, on va en faire. 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 Et même le public se dit, mais attends. C'est quoi cette merde? Vraiment le public, tu sens qu'ils sont un peu circonspects parce qu'ils sont en train de voir, l'air de dire attends, on est vraiment en train de faire un enchaînement de super kicks, ça fonctionne absolument pas. Vraiment, je trouve ça débile. Et autre point débile, là vraiment c'est très très débile, c'est le moment où Jey Uso va partir pour un autre super kick et Jimmy va le supplier et va lui parler, l'air de dire non, je m'excuse de tout ce qui s'est passé, on s'arrête là, etc. Et Jey Uso passe tellement pour un débile, je veux dire, on le voit à des kilomètres que Jimmy fait simplement ça pour prendre le dessus, pour gagner ce combat. C'est tellement voyant, ça ne fait aucun sens que Jey croit à cette supercherie, croit à ça de la part de Jimmy. Et Jey se fait piéger sur le coup, heureusement, il ne se fait pas piéger jusqu'au bout, et Jey Uso va gagner ce combat, mais c'était pas bon. Ce que j'attendais de ce match, c'était du storytelling, dans le sens où, que ce soit bon ou pas, l'histoire doit quand même prendre le dessus. On parle d'une histoire frère contre frère. Il y a eu trahison. Et à aucun moment dans le match, je ressens une certaine tension. Je ressens une certaine haine. Je ressens qu'on me construit une histoire. Non, absolument pas. Donc vraiment, c'est un échec. Je pense même qu'avec du recul, ce match ne mérite même pas 2 sur 5. Bianca Belair, Jade Cargill et Naomi font face à Damage Control. Très très belle entrée de la part de Damage Control. De l'autre côté, on va avoir des entrées différentes pour Jade Cargill, Bianca Belair et Naomi. C'est-à-dire qu'on va commencer leur thème d'entrée, puis ensuite commencer le thème d'entrée de la superstar suivante. Du coup, je trouve que ça casse un peu le rythme. Dans l'ensemble, c'est très beau et voir les 3 femmes charismatiques ensemble, le Big 3 comme elle s'appelle, c'est vraiment très classe. Il n'y a rien à dire, mais pas hyper convaincu par l'entrée. Une Jade Cargill qui d'ailleurs a changé d'apparence, elle a les cheveux courts. Et c'est vrai que j'y pensais pendant le combat et j'y pense maintenant depuis des semaines, mais la vie est quand même injuste. C'est injuste d'avoir autant de charisme, d'avoir autant de prestance. Voilà, il y en a qui sont plus gâtés que d'autres. Mais en tout cas, ce combat va faire 7 minutes. Ma note pour ce match est de 3,5 sur 5. C'était un bon moment. Là aussi, ça ressemblait forcément à un match weekly. Je pourrais presque dire la même chose que du match entre Rey Mysterio, Andrade et Legado del Fantasma. On est à peu près sur le même type de combat, mais je trouve que c'est feel good comme moment, c'est-à-dire que évidemment on va avoir une attention particulière sur Jade Cargill et sur ce qu'elle va faire dans ce match, c'est l'attraction du combat, clairement, on veut voir ce match pour Jade Cargill, pour voir ses débuts à WrestleMania, pour la voir combattre. On l'a tellement peu vu combattre depuis qu'elle a fait son arrivée à la WWE qu'on veut voir ça. Et c'est plutôt bien fait. Dans un premier temps, elle ne va pas réussir à rentrer sur le ring et évidemment, elle va avoir son moment à elle. Mais au moment où elle a son moment à elle, eh bien ça s'arrête brutalement. Je crois qu'on a un mist qui est manqué de la part d'Asuka qui va mettre tout sur Kairi Sane. Et de l'autre côté, on va avoir une Bianca Belair qui va fouetter avec ses cheveux je ne sais plus qui. Et ensuite, on a Jade Cargill qui va enchaîner avec son finish. 1, 2, 3, victoire des Babyface. Là aussi, j'avais raison. Mais voilà, pas grand chose à dire. C'était un bon début du côté de WrestleMania pour Jade Cargill. Mais maintenant, on veut plus. On en veut plus. On veut la voir, je ne dirais pas chaque semaine du côté de SmackDown. Bien sûr que non. Mais j'ai envie qu'elle combatte le plus souvent possible. Et j'ai envie de la voir combattre en 1 contre 1 dans des matchs un peu plus longs que 7 minutes. Gunther défend son titre de champion intercontinental face à Sami Zayn. Sami Zayn qui va avoir une entrée très particulière. On va d'abord le voir en backstage avec sa femme et son fils. On va le voir ensuite coaché par Chad Gable qui va lui dire que non, il ne viendra pas en ringside. Et ensuite, on va avoir un beau moment avec Kevin Owens. Et Sami Zayn va faire son entrée.
Un combat qui va durer une quinzaine de minutes. Ma note pour ce match est de 5 sur 5. Il n'y a pas de débat pour moi sur ce combat. Ce qui est intéressant, c'est que je parlais de storytelling tout à l'heure dans le match Jimmy Uso et Jey Uso. Ce match en manquait tellement. Eh bien, c'est tellement l'inverse dans ce match. Je veux dire, Sami Zayn est un babyface exceptionnel. Bien sûr, on va mettre en avant le travail de Gunther et tout son travail physique, athlétique sur le ring. Mais le travail en tant que babyface de Sami Zayn dans ce combat, Gunther va regarder à de nombreuses reprises la femme de Sami Zayn qui est au premier rang. Et d'ailleurs, la femme de Sami Zayn est géniale. Ça nous rappelle évidemment le combat entre Sami Zayn et Roman Reigns lors de Elimination Chamber l'année dernière au Québec. Il y avait sa femme, il y avait toute sa famille. On avait joué justement avec ce côté dramatique. On va rejouer là-dessus. Et il n'y a pas à dire, ça fonctionne toujours. Je sais qu'il y avait pas mal de débats sur ce Sami Zayn Gunther, est-ce que ce match devrait avoir lieu? On ne devrait pas avoir Chad Gable. Bon, il n'y a pas de débat aujourd'hui quand on a vu la qualité de ce combat. Évidemment, on va avoir un Sami Zayn dominé, détruit par Gunther pendant une longue partie du match, mais ça n'en reste pas pour autant intéressant parce que c'est la force de Gunther. Certes, il va être très souvent dominant, certes 90% du temps c'est lui l'homme dominant sur le ring, mais ça reste toujours très intéressant. Tout ce qu'il fait sur le ring est précis et techniquement parfait. Et là, ça va être le cas une nouvelle fois. L'un des grands moments de ce combat, c'est le moment où Sami Zayn arrive à se relever des deux powerbombs de Gunther. Pour être honnête avec vous, c'est à ce moment-là que je me suis dit, et si Sami Zayn le faisait? Et si Sami Zayn remportait ce titre? Je n'y croyais absolument pas avant le combat. Mon pronostic était pour Gunther. Mais là, après s'être relevé à 2,99 sur deux powerbombs de Gunther, j'y ai vraiment cru. Et là, j'étais clairement debout. Vraiment, j'étais tranquillement sur mon canapé, mais c'était irrespirable la fin de combat, tellement il y avait une pression, tellement il y avait une attente. Et Sami Zayn va le faire. Sami Zayn va tout simplement le faire en portant un brainbuster sur le coin du ring. C'est d'une rare violence et c'est pas une prise qu'on voit tous les jours portée de cette manière-là. Donc c'est vraiment très impressionnant et je trouve que c'est une très bonne idée pour terminer un match. Et ensuite Sami Zayn va porter deux Hell of a Kick et remporter ce combat et battre donc Gunther qui achève son règne à 666 jours. Plutôt sympa d'arriver à 666, mais quel moment! On parle de WrestleMania Moment assez souvent. Là, c'était un vrai WrestleMania Moment. C'était tout simplement fantastique. C'est mon moment préféré de la nuit 1. Et peut-être que ce sera même mon moment préféré de la nuit 1 et 2, tout compris. On verra bien pour la nuit 2, on en reparlera demain. Mais quel moment! Vraiment, j'ai adoré de A à Z. C'était un très grand match, un très grand moment. Bravo Sami Zayn, bravo Gunther. Et le tant attendu main event, The Rock, Roman Reigns font face à Cody Rhodes et Seth Rollins. Les entrées étaient vraiment stylées dans leur ensemble. L'entrée du Rock, il y en avait dans tous les sens. Vraiment, on en a fait des tonnes, mais c'était plutôt joli. Par contre, c'est vrai que j'en parle jamais trop souvent, mais les effets 3D, il faut vraiment arrêter ça du côté de la WWE. Quand je vois l'entrée de Roman Reigns avec ce Roman Reigns en 3D, puis les éclairs en 3D de The Rock, je me dis quand même qu'on est en 2005. J'ai l'impression, vraiment, c'est toujours aussi moche. Ça fonctionne jamais. La 3D fait comme ça à la télé, c'est toujours une mauvaise idée. Un combat qui va durer 45 minutes. Ma note pour ce match, et vous ne serez pas surpris si vous avez vu certains de mes commentaires sur les réseaux sociaux, 2 sur 5. J'ai pas forcément envie de faire long parce que je sais que c'est un match qui fait débat. J'ai vu énormément de choses sur ce combat. Certains trouvent que c'est un match légendaire, certains trouvent que c'est le meilleur main event de WrestleMania, et certains sont totalement à l'opposé. Ils trouvent ça horrible, ont trouvé ça lent, chiant, ennuyant. Et moi je fais partie de ces gens-là. Je me suis embêté pendant ce match pour plusieurs choses. Déjà, le moment intéressant du combat arrive au bout de 30 minutes. 30 minutes de match qui ne servent pour le coup à rien, je trouve. Certains ont fait la comparaison avec le match entre Kevin Owens et Stone Cold Steve Austin lors de WrestleMania. Pour moi, c'était bien plus divertissant. Tous ces passages à l'extérieur du ring où on allait voir le public, c'était beaucoup plus divertissant entre Stone Cold et Kevin Owens. Là, je me suis tout simplement embêté. Vraiment, je me suis ennuyé. Par contre, une chose que j'ai appréciée dans ce combat, c'est l'attitude de The Rock. Sur le côté in-ring, le côté athlétique, j'ai pas grand chose à dire. Franchement, il ne fait
pas grand chose. Je vais pas vous dire que The Rock a fait une masterclass sur le ring alors que j'ai rien retenu physiquement. Par contre, dans son personnage, il a été excellent parce qu'il se prend pour le final boss et va donc prendre le contrôle du match. L'arbitre n'a plus aucun sens, l'arbitre ne sert à rien parce que The Rock va lui dire si tu prends cette décision-là, je vais te faire virer. Et là pour le coup, je trouve que c'est hyper intéressant dans le match. Par contre, c'est vrai que d'un côté, je me dis demain, on va avoir donc un Bloodline Rules match. On pouvait avoir un Bloodline Rules match. Là, on a déjà un match qui se passe à l'extérieur du ring, un gros bordel à l'extérieur. Est-ce que c'était une bonne idée ? Je ne sais pas. On peut aussi se demander si en termes de cohérence, ça fait sens ou non, dans le sens où si The Rock a tant de pouvoir que ça, pourquoi le match du lendemain n'est pas tout simplement déjà un Bloodline Rules match ? On pourrait déjà se poser cette question-là. Je pense que ce serait quelque chose qu'il pouvait changer. Mais en tout cas, je m'ennuie beaucoup. Et au bout de 30 minutes, ça s'enflamme. Évidemment, on revient plus sur le ring à ce moment-là et on a de beaux enchaînements entre Seth, Roman, Cody et Roman. Il n'y a rien à dire, ça fonctionne très bien. Je suis vraiment très très chaud pour le match de ce soir parce que Cody et Roman, ça fonctionne très bien sur le ring. Il y a une vraie belle alchimie. Je peux dire que Roman Reigns aussi est dans une très très belle shape. Vraiment, il s'est affûté pour ce Mania. The Rock aussi, hein, il a 51 ans et franchement, physique au top, rien à dire. Mais surtout, Roman Reigns, on l'avait vu prendre un peu de poids et surtout ne pas être aussi sec sur ces derniers mois. Là, il est sec et c'est un très très bon Roman Reigns qu'on a vu dans ce match. Mais c'est trop tard pour moi. C'est trop tard pour moi parce que j'ai quitté le train bien avant. Au bout de 30 minutes, c'était trop long pour moi et ils n'ont pas réussi à me récupérer. Je sais que beaucoup, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je sais que pour beaucoup, justement, à partir de cette 25-30 minutes, eh bien, vous avez réussi à re-rentrer dans le combat. Je sais, j'ai vu beaucoup de commentaires à ce niveau-là sur le fait que, ouais, vous avez réussi malgré le début lent, malgré un début ennuyant, vous avez réussi à revenir dans le match. Bah, ça n'a pas du tout été mon cas. Évidemment, ce n'est que mon avis, hein. Je ne vous invite pas à avoir le même avis que moi, ce n'est que mon ressenti sur ce match précisément. Et bien sûr, je sais que c'est un match qui fait énormément débat. Soyez respectueux en commentaire de la vidéo. Comme d'habitude, ça ne change pas. La fin de combat, c'est finalement The Rock qui va donner la victoire à son équipe en faisant le tomber sur Cody Rhodes. C'était exactement ce que j'avais imaginé. Pourquoi ? Eh bien parce que The Rock et Roman Reigns vont donc avoir le Bloodline Rules match pour ce soir entre Cody Rhodes et Roman Reigns, ce qui leur donne un gros avantage, ce qui fait que les babyface sont affaiblis. Physiquement aussi, parce qu'on a vu un Seth Rollins blessé pendant ce match et j'en suis sûr et certain, Drew McIntyre va bien en profiter. Mais donc, le plan est en marche. Le plan fonctionne à merveille. Après cette défaite de Cody et Seth Rollins, je reste persuadé que Cody Rhodes va battre Roman Reigns. Peut-être que je suis fou, peut-être que je suis aveugle, peut-être que je n'ai pas envie de voir cette réalité où Roman Reigns conserve son titre, mais je reste sur mon choix. Cody Rhodes va bien devenir champion lors de WrestleMania 40 en battant Roman Reigns. Bilan de cette première nuit de WrestleMania 40. De mon côté, on est sur un 3/5. Pour moi, il y a deux matchs qui sont en dessous de la moyenne. Encore une fois, ce n'est que mon avis et du coup, compliqué d'aller plus haut. On a bien sûr un 5 étoiles de mon côté avec Sami Zayn face à Gunther, mais le reste est bon sans aller trop loin. Il y a le Becky Lynch Rhea Ripley et le match de l'échelle qui est vraiment excellent, mais après on est dans la moyenne. Et donc, ce qui fait que cette nuit de WrestleMania, je ne dirais pas qu'elle va rester dans la légende, clairement pas, et je pense que la nuit 2 peut largement faire mieux. On aura donc 6 matchs pour la nuit 2, donc un match en moins, mais je peux vous dire que le main event entre Roman Reigns et Cody Rhodes va durer très longtemps comme le main event de la nuit 1. Mais voilà, je suis assez partagé sur cette nuit 1, il y a de très bonnes choses, des choses que je n'ai pas aimées du tout. Comme toujours, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire de cette vidéo. Je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, de commenter. Si vous êtes intéressé par la marque de boisson Oli, n'hésitez pas à regarder dans la description. Tout est dans le lien. On se retrouve nous donc dès demain pour le récap de la nuit 2. J'ai fait au mieux, je sais que ça va sortir aux alentours de 20 h si je fais pas n'importe quoi et si j'arrive à faire le montage. J'ai fait au mieux, mais je voulais faire ça bien et être en forme pour faire cette vidéo parce que si je n'ai aucune énergie et je vous fais une vidéo sans intensité, sans réellement passion, ça n'a pas d'intérêt pour vous et pour moi aussi. Je prends beaucoup plus de plaisir à faire ce type de vidéo lorsque je me suis reposé. Bref, on se retrouve donc dès demain. Salut.